propose que l'on débute cette séance du Conseil municipal. Monsieur de Gouy, pouvez-vous faire l'appel, s'il vous plaît? Madame Libéral-Banel. Madame Lebidaud. Monsieur Denez, absent, a donné pouvoir à Madame Top. Madame Martin-Céline. Monsieur Bensoussan. Monsieur Pantier. Madame Séguret. Monsieur Lebeau. Madame Voisin. Monsieur Boissière, absent, a donné pouvoir à Monsieur Bensoussan. Madame Rouget. Monsieur Valch. Madame Locqueville. Monsieur Mallet. Madame Coustex. Madame Kizilak. Monsieur Motte. Madame Dupré. Monsieur Bellel. Madame Gauvin. Monsieur Louvigné. Madame Kaminska. Madame Top. Madame Valverde. Monsieur Baumier. Monsieur Bonaventure. Monsieur Chardon. Monsieur Lafont. Monsieur Serfati, absent, a donné pouvoir à Monsieur Valch. Monsieur Tourne. Madame Martin Elsa. Monsieur Diakonov. Présent. Monsieur Beaufrère. Présent. Monsieur Diarra. Monsieur Mansoz. Madame Mouly. Monsieur Pitavi, absent, a donné pouvoir à Monsieur Lebeau. Madame Maffre-Bouclet. Madame Hochmeil. Monsieur Stein. Ah, je crois qu'il est absent, non? C'est ça. Absent, représenté par Madame Maffre-Bouclet. Madame Le Calvez. Madame Combe. Madame Pommier. Merci. Nous allons procéder à l'élection du secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Monsieur Mallet, comme d'habitude. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bien, Monsieur Mallet sera donc secrétaire de séance. Et nous allons tout de suite passer aux questions orales. Alors, donc nous avons reçu plusieurs questions orales. Je vous propose que la première soit posée par Madame Maffre-Bouclet. Merci. Madame le maire et chers collègues, cet été comme l'année dernière, le préfet du Val-de-Marne a, au nom de l'État, procédé à la réquisition du gymnase du parc du Château pour qu'y soient accueillis pendant quelques semaines une centaine de personnes, des hommes seuls dans le cas présent. Pour ces personnes, nous emploierons le terme de réfugiés, car au-delà de leur statut juridique actuel ou à venir, ils viennent chercher un refuge contre la guerre, l'oppression, les discriminations et la misère. Nous nous félicitons qu'à cette occasion, notre ville n'ait pas fait état de réticence, comme malheureusement cela a été récemment le cas pour le maire d'une commune proche. Au contraire, nous nous associons à notre collègue Dominique Lebidaud pour remercier pour leur action les services de la ville, l'association Aurore, en charge de l'hébergement sur place, et les nombreux Vincénois qui se sont mobilisés à cette occasion. Cependant, nous notons que depuis l'accueil d'une famille syrienne en 2017, notre ville semble se contenter d'une position attentiste sur ce sujet de solidarité qui nous concerne tous. Aussi, souhaitons-nous, Madame le maire, vous interroger sur les points suivants. Ne pensez-vous pas que Vincennes pourrait, en coopération avec les associations locales et nationales, travailler à proposer à l'État des solutions d'accueil temporaires, mais régulières, sans attendre d'éventuelles réquisitions? L'accueil permanent d'une famille ne pourrait-il pas être renouvelé à d'autres familles ou même élargi à des adultes isolés? Merci. Merci. C'est Madame Lebidaud, première adjointe, qui va vous répondre. Chers collègues, en effet, comme l'an dernier, le gymnase du parc du Château a été réquisitionné par le préfet du Val-de-Marne afin d'y accueillir temporairement des réfugiés, car vous le savez depuis plusieurs années maintenant, l'Europe doit faire face à l'arrivée massive de réfugiés qui rejoignent la France et d'autres pays voisins. Pour la deuxième année, donc, la ville de Vincennes aura permis à l'État de faire face à ses obligations. Ce constat rappelle ô combien les collectivités sont nécessaires dans la mise en place d'actions rapides et concrètes. Sans elles, tout cela ne serait possible. Je vous remercie d'ailleurs, ma chère collègue, de rappeler que la ville n'a exprimé non seulement aucune réticence,
mais s'est bien au contraire rapidement mobilisé afin de répondre dans un délai extrêmement court, 48 heures, pour organiser l'arrivée des personnes dans les lieux. Je vous sais d'ailleurs assez bien introduite au sein du conseil d'administration de l'association Aurore pour ne pas douter que les échos qui vous ont été rapportés vont en ce sens. Les responsables de l'accueil et de l'accompagnement des personnes accueillies ont confirmé l'entière disponibilité des services municipaux auxquels ils ont eu affaire pour s'installer. Ainsi, ce lieu aura permis pendant 1 mois d'héberger, de recenser et d'identifier ces personnes. Bien au-delà de ce devoir qu'il nous faut accomplir envers ceux qui ont tout laissé derrière eux, c'est un formidable élan de générosité qui s'est créé autour de ces 90 personnes. Plus de 50 Vincénoises et Vincénois ont poussé les portes du gymnase pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour se rendre utiles. Dons de vêtements, de livres, entraînement de foot, promenade dans le bois de Vincennes, cours de français, aide pour servir les repas, etc., etc. Toutes les volontés ont été bonnes à prendre. Le besoin d'être là s'est fait sentir. Le besoin d'agir aussi pour que cette situation difficile soit humainement plus supportable. Le gymnase du parc du Château a été retenu car il est l'hébergement que la ville se doit de déclarer auprès de la préfecture pour répondre aux situations d'urgence. Son utilisation pendant la période estivale n'a posé aucune difficulté puisque les écoles alentours étaient fermées et que les associations sportives utilisatrices du lieu étaient elles-mêmes en congé. En dehors de ces périodes, ce gymnase est fréquenté par le public scolaire en journée et en soirée par les adhérents des 9 associations qui exploitent à près de 90% les locaux. C'est du reste une réalité qui s'applique à l'ensemble de nos équipements sportifs mis à disposition de 23 associations pour les 90% de leur amplitude horaire d'ouverture. En dehors de ces structures, la ville ne dispose pas d'espace répondant aux critères requis pour ce type d'accueil et qui soit inoccupé pendant l'année. Enfin, pour ce qui concerne l'accueil permanent de la famille syrienne, je me permettrai de rappeler que c'est la mobilisation de la ville pour le logement, celle d'associations locales et de la paroisse qui ont permis l'accueil concret de cette famille. L'État n'est intervenu à aucun moment pour soutenir ce projet, ni même pour nous orienter une famille, et ce, malgré nos nombreuses relances. Aujourd'hui, l'accompagnement de cette famille n'est pas terminé. La question de l'emploi reste entière et celle du logement, lorsque le bail provisoire expirera l'an prochain, devra elle aussi être solutionnée. Bien sûr, nos actions doivent vous paraître modestes, mais elles ne le sont pas. Elles sont tout simplement en adéquation avec les moyens dont nous disposons pour les mener à leur terme et dans les meilleures conditions possibles pour leurs bénéficiaires. Toutefois, nous nous rejoignons assurément sur le fait qu'il est fort dommage que toutes les villes ne se sentent pas aussi concernées que nous le sommes. L'effort demandé serait partagé, il en serait d'autant plus efficient. Ces propos pourraient d'ailleurs être transposés sur la situation de la mission Emmaüs, qui œuvre de plus en plus difficilement dans le bois de Vincennes et dont nous avons tous entendu parler ce week-end, malheureusement. Je rappellerai en effet, puisque l'occasion m'en est donnée, que notre soutien à cette mission n'a jamais failli. Je vous remercie. Il y avait une question de Madame Pommier. Donc c'est une question sur l'écart entre le tableau des effectifs budgétaires et l'effectif réel du personnel en diminution constante. Vous soumettez au conseil municipal pour la 4e fois de l'année la modification des effectifs du personnel de la commune. Rigueur louable qui nous permet d'autoriser le passage de 1067 agents à 1067 agents. Je vous avais interrogé en avril dernier par oral sur l'écart considérable existant entre l'effectif prévu au budget de la commune, soit 759 emplois permanents, et l'effectif budgétaire que vous nous demandez de constater, soit 1067 agents. Dans son dernier rapport portant sur les exercices 2008 à 2014, la Chambre régionale des comptes mentionne le recours à l'externalisation pour maîtriser les charges du personnel, présenté par elle comme un principe de gestion affirmé par le maire. L'effectif budgétaire figurant au compte administratif 2015, dans le fameux tableau que nous examinons aujourd'hui, mentionnait 1073 agents. En avril, il m'a été assez laborieusement expliqué que l'écart était nécessaire pour permettre de s'adapter face aux aléas de la gestion communale, si je résume bien.
un effectif budgétaire supérieur de 40% à l'effectif prévu au budget communal. Les aléas de la gestion sont manifestement énormes. Soit vous moquez de notre Assemblée, ce que je ne peux imaginer, soit vous cherchez à dissimuler les réductions drastiques que le personnel de la commune a eu à subir en application des principes de gestion affirmés par votre prédécesseur et que vous avez mis en œuvre. Le budget est là pour l'attester. Ce n'est pas la sincérité budgétaire exigée par la loi. Je comprends d'autant mieux les inquiétudes des personnels communaux lorsque vous présentez à l'ordre du jour de cette même réunion une convention de mise à disposition de personnel auprès du territoire. Vous précisez que l'ancienne est devenue caduque et qu'il est nécessaire d'en signer une nouvelle. La nouvelle semble exactement identique à l'ancienne, la liste des agents est la même, les temps de travail consacrés aux collectivités est la même. En quoi sont-elles différentes ? Et quand envisagez-vous de régulariser le tableau des effectifs budgétaires ? Merci, c'est M. Panetier qui va vous répondre. Chers collègues, lorsque vous évoquez la sincérité budgétaire exigée par la loi, permettez-moi d'abord de vous dire que nous n'avons jamais eu l'intention de nous y soustraire, ni d'ailleurs de dissimuler quoi que ce soit, ni de vouloir transmettre une mauvaise information aux élus locaux. Cette situation s'explique avant tout par les dispositions réglementaires qui prévoient que les conseils municipaux doivent délibérer sur les créations de postes, mais qui n'ont pas les mêmes obligations dès lors qu'il s'agit de supprimer les postes quand ils ne sont plus pourvus. Madame, s'il est vrai que vous nous avez interrogé en avril dernier sur l'écart persistant entre le tableau des effectifs dits budgétaires et l'effectif réel, il est tout aussi vrai que nous sommes encore aujourd'hui à la recherche d'une solution administrative pour répondre à cette question. En effet, nous avons dans un premier temps, il y a déjà plus d'un an, sollicité le CIG afin de savoir si nous pouvions procéder à l'annulation des précédentes délibérations et de pouvoir ensuite établir un état des lieux qui soit plus proche de la réalité de nos effectifs. La réponse qui nous a été adressée depuis, nous n'ayant pas satisfait, nous avons directement fait appel aux services préfectoraux, exactement le bureau de la réglementation, afin de nous soutenir dans la recherche d'une solution administrative. À ce jour, leur réponse ne nous est pas encore parvenue. Cependant, j'attire votre attention, malgré tout, sur le fait qu'aux 759 postes permanents, vous avez omis d'ajouter les 37 postes d'emploi non cités, saisonniers, vacataires, assistantes maternelles, emploi occasionnel, apprentis, portant ainsi le nombre de postes réels à 796. Enfin, toujours sur ce point, dans un souci de grande transparence, si je devais encore vous en convaincre, je rappellerai que le bilan social que nous présentons chaque année au comité technique fait état de chiffres au plus près de nos effectifs réels, de même que le budget primitif et le compte administratif. S'agissant de votre remarque sur la convention de mise à disposition de personnels municipaux, suite au transfert de compétences à l'EPT Paris-Est Marne-et-Bois, j'avoue ne pas bien la comprendre. Si les modalités générales de la convention que nous devons adopter ce soir restent inchangées, le nombre d'agents est lui bien différent, puisqu'à ce jour, 15 agents sont concernés, quand la première convention faisait état de 8 agents mis à disposition. Les temps de travail affectés à la mise à disposition ne sont plus les mêmes, les taux allant de 50 à 80%, contre 20 à 70% précédemment. Vous me permettrez donc de vous retourner la question sur le caractère inquiétant d'une telle convention. Merci. La prochaine question, c'est Madame Oshmaï qui va la poser, s'il vous plaît. Alors, Madame la maire, nous commémorons cette année le centenaire de l'armistice mettant fin à une guerre qui a fait des millions de morts. Parmi ces victimes figurent des innocents choisis au hasard qui ont été fusillés pour l'exemple, afin de rétablir la discipline au sein de l'armée. Suite aux travaux des historiens, l'honneur de quelques soldats a été réhabilité.
Savez-vous si des Vincennois figurent parmi ces fusillés et comptez-vous faire un hommage spécifique lors des prochaines cérémonies du 11 novembre de type gerbe dédiée ou faire chanter la chanson de Craonne? Merci. Monsieur Panetier qui va vous répondre. Chers collègues, vous avez raison de le rappeler. Cette année 2018 est celle du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. En décembre dernier, le comité départemental du centenaire décidait d'attribuer le label de la mission nationale du centenaire au projet que nous présentions, intitulé « La Grande Guerre, Vincennes s'en souvient ». Vous avez pu en découvrir les prémices à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Il se poursuivra notamment avec la soirée du mardi 16 octobre pour se clore le dimanche 18 novembre, avec évidemment un temps fort important lors de la commémoration du 11 novembre. Ce projet n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif des associations locales et des partenaires institutionnels avec lesquels nous partageons le sens de ce centenaire, et vous me permettrez de saisir cette occasion pour les en remercier. Vous avez souhaité attirer notre attention sur le sort des soldats fusillés pour l'exemple. Je vous précise que 3 Vincennois figurent parmi les 1009 fusillés et exécutés sommaires, recensés dans la base dédiée Mémoire des hommes, qui comporte aussi bien des cas de désobéissance militaire que des affaires d'espionnage ou de droit commun. Il s'agit de 2 soldats nés à Vincennes et un résident vincennois au moment de son départ sous les drapeaux. Tous 3 sont morts en 1917. Les minutes du Conseil de guerre évoquent pour 2 d'entre eux des déserteurs ayant déjà d'autres condamnations disciplinaires, sans lien avec les mutineries de mai. Dans le 3e dossier, la mention portée est « tué en s'évadant ». Il ne revient pas à l'autorité municipale de contre-expertiser ces procédures pour essayer d'y déceler la part incertaine d'arbitraire qui aurait pu conduire à leur condamnation, dans un contexte évidemment si différent du nôtre. C'est là un travail d'historien, comme celui si important qu'avait mené le général Barche, qui dirigea par ailleurs le service historique de l'armée de terre à Vincennes de 1947 à 2002. La question des fusillés pendant la Première Guerre mondiale n'est évidemment pas locale, mais nationale. Elle a trouvé une réponse en 2014, comme l'a souligné Antoine Prost, président du Conseil scientifique de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, avec leur réintégration dans la mémoire nationale par la mise en ligne des dossiers des fusillés, consultables à la fois sur le site Mémoire des hommes et au sein même du musée de l'armée des Invalides. Très attaché aux souvenirs et au travail de mémoire, notre ville a souhaité pour ce centenaire qu'un programme diversifié souligne l'engagement et la mobilisation de tous ceux, femmes et hommes, français et étrangers, civils et militaires, qui ont défendu notre liberté et, en ayant refusé l'asservissement de notre nation durant des heures les plus sombres de leur vie, font partie d'une communauté de héros ayant porté jusqu'au bout la flamme de l'espérance. C'est le sens de l'hommage collectif que nous rendrons aux victimes de la Première Guerre mondiale. Merci. Nous avons reçu d'autres questions. Une question de Monsieur Jean-Claude Motte, conseiller municipal. Madame le maire, chers collègues, la Vincennes, société d'économie mixte de la ville, a été désignée pour la réalisation du programme Villa Aubert, comprenant 11 logements sociaux, familiaux, 60 logements sociaux pour étudiants et 76 logements en accession à la propriété. Et une crèche d'environ 500 mètres carrés. Nous avons voté dans cette Assemblée le 11 avril dernier la garantie d'emprunt accordée par la ville pour le portage foncier de cette opération. Pouvez-vous nous donner quelques éléments de calendrier sur ce dossier et faire le point notamment sur la situation juridique des propriétés de l'actuelle impasse Lonin? Je vous en remercie. Merci, c'est Monsieur Lebeau qui va répondre.
Chers collègues, l'impasse Le Nain est une voie bénéficiant du statut de voie privée située entre la rue Massu, la rue Victor Bache et l'avenue Aubert. Elle comprend sur une superficie de 3804 mètres carrés un bâti hétérogène caractérisé par un degré de vétusté et un taux de vacance important. 36 logements sur 65 étaient vacants selon les données recueillies par la ville en 2011. Ce périmètre s'inscrit dans l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définie par la ville de Vincennes. En 2003, la ville, alertée par l'état préoccupant du bâti et son manque d'entretien, a pris contact avec les membres de la famille propriétaire majoritaire. Dès 2005, plusieurs opérations portant sur des immeubles de l'impasse Le Nain sont étudiées par la ville et l'État dans le cadre des dispositifs de l'OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, et du PST, programme social thématique, mis en place dans le cadre du plan de rénovation de l'habitat et de la convention d'éradication de l'habitat indigne. Les travaux engagés dans le cadre de l'OPA Ouest se sont interrompus à l'initiative des propriétaires, justifiant en 2009 la restitution partielle des aides attribuées par la ville. L'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, a été missionné par la ville en mars 2009 pour mener des négociations amiables sur différents sites, dont ce foncier. Et les négociations menées en 2009 et 2010 par l'EPFIF n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Au cours du premier trimestre 2013, la ville de Vincennes a sollicité par courrier une entrevue avec les différents propriétaires afin de leur faire part une nouvelle fois de son intention de se porter acquéreur des parcelles citées. L'ensemble des propriétaires ont été reçus individuellement par les élus en charge de cette opération pour étudier les possibilités d'une acquisition amiable de leurs biens. Au cours de ces entrevues, les propriétaires ont été informés qu'en l'absence d'un accord amiable sur la cession de leurs biens, la ville envisageait d'engager dès le mois de juin 2013 une procédure d'expropriation. Après enquête publique, l'utilité publique du projet a été déclarée par le préfet du Val-de-Marne au profit de l'EPFIF le 17 avril 2015. Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation des propriétaires, décision qui a été confirmée par la Cour administrative d'appel le 10 juillet 2018. Sur la procédure de fixation judiciaire des indemnités d'éviction, le jugement rendu par le juge de l'expropriation le 9 janvier 2017 a fait l'objet d'un recours et la Cour administrative d'appel a confirmé récemment le jugement de première instance. Quant à l'ordonnance d'expropriation, elle est désormais définitive. Ce projet va donc pouvoir passer à une phase opérationnelle. La VACEM doit prochainement déposer un permis de construire et le projet a été présenté ce lundi aux propriétaires des parcelles riveraines. Les travaux pourraient donc, sauf imprévu, commencer à l'été 2019 pour une durée d'environ 2 ans. Pour mémoire, l'objectif dans la réflexion urbaine qui a été menée était de prendre en compte la valorisation potentielle de plusieurs bâtiments remarquables, déjà repérés, tout en proposant une démolition des structures bâties sans intérêt architectural et patrimonial, lesquelles seront remplacées par des constructions neuves. L'ensemble, cohérent sur le plan architectural et urbain, aboutira à une revalorisation globale, et en particulier des espaces extérieurs en cœur d'îlot, qui forment aujourd'hui l'impasse. Le plan masse proposé, fidèle à la structure urbaine existante, valorise l'axe de l'impasse Le Nain en cœur d'îlot, transformant cette impasse en un espace paysager de cœur d'îlot. La silhouette architecturale proposée est fidèle à celle du tissu patrimonial de Vincennes. Les accès piétons au projet seront proposés à la fois le long des rues, afin d'y signifier des adresses nouvelles, et à travers le cœur d'îlot, selon la configuration des bâtiments, notamment pour ceux qui seront conservés et réhabilités. Le caractère résidentiel sera privilégié avec un programme d'habitat social, une résidence étudiante et un équipement d'intérêt public, à savoir une crèche de 50 berceaux. Le projet propose en effet la construction de 155 logements
répartis en 79 logements en accession, 11 logements sociaux familiaux et 65 logements étudiants à caractère social. La surface de plancher développée pour l'habitat sera d'environ 7 500 mètres carrés et pour les besoins du projet, 142 places de stationnement seront réparties sur 2 niveaux de sous-sol. Je vous remercie. Une autre question de Monsieur Jean-Louis Manzos. Madame le maire, le mois de septembre s'achève et suite à votre visite dans les écoles, pourriez-vous nous dresser un état des lieux de la rentrée des classes dans notre commune qui s'est déroulée le 3 septembre dernier? Je vous en remercie. Madame Rouget, qui va répondre à cette question. Mon cher collègue, comme attendu, les élèves vincenois étaient en effet plus de 4000 le 3 septembre dernier à reprendre le chemin de l'école. Toutes les équipes éducatives étaient là pour leur réserver le meilleur accueil. Directeurs, enseignants, ATSEM et animateurs. Une rentrée sans encombre confirmée par les chefs d'établissement. Lors de notre visite dans les écoles, Madame le maire, Pierre Chardon, Alida Valverde, vous et moi avons eu le plaisir de constater que les travaux prévus cet été avaient été menés à bien, offrant ainsi des conditions de retour optimales aux enfants. Les services municipaux ont pendant tout l'été consacré la majeure partie de leurs interventions aux travaux d'entretien et de rénovation des établissements. Ainsi, et pour ne citer que quelques exemples, le deuxième volet du plan de rénovation du système de chauffage des écoles de l'Est s'est déroulé. Les travaux de rénovation du gymnase de l'Est ont pu démarrer. Ceux pour l'implantation sur site d'une restauration à l'école maternelle Nord se sont poursuivis pour une ouverture prévue début novembre. Cette rentrée nous auront également permis d'apprécier l'adhésion des enseignants et des enfants aux nouveaux moyens informatiques déployés dans les écoles à travers un plan ambitieux de plus de 200 000 € en faveur des nouvelles technologies et qui se poursuivra sur les 2 années à venir. Enfin, s'agissant de la situation plus particulière du groupe scolaire Simone Veil, nous sommes bien entendu très attentifs quant au suivi de ce chantier. Des réunions de travail avec l'architecte et des visites sur site sont régulièrement organisées en présence de Madame le maire afin de suivre avec la plus grande attention les travaux en cours. Dans l'attente de son ouverture, les enfants de ce groupe scolaire ont été accueillis comme prévu au sein des écoles de l'Est, élémentaires et maternelles. Les équipes éducatives ont pu commencer leur travail avec les élèves. Les ATSEM ont bien été affectés dans chacune des 3 classes de maternelle. Nos équipes des accueils de loisirs prennent en charge les enfants sur le temps du périscolaire. Enfin, de faciliter les trajets, la ville a également mis en place des navettes qui devraient, une fois la période de mise en place passée, rendre le service attendu. Leur utilité n'est en tout cas pas à démentir puisque ce sont en moyenne 85 enfants qui utilisent quotidiennement les cars mis à disposition pour se rendre à l'école. Comme elle s'y était engagée, Madame le maire rencontrera les présidents d'associations de parents d'élèves pour évoquer avec eux ces différents éléments et s'assurer que cette rentrée et cette période transitoire soient autant que possible facilitées par les enfants et les familles concernées. Merci. Une question de Ludmila Kaminska. Madame le maire, chers collègues, le week-end dernier, une délégation irlandaise de la ville de Blackrock est venue dans notre ville et a rencontré différents acteurs locaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces contacts et sur les perspectives qu'ils ouvrent pour les Vincenois? Je vous en remercie. C'est Madame Voisin qui va répondre à cette question. Mes chers collègues, comme vous le savez, Vincennes est jumelé avec 4 villes en Europe. Castrop-Rauxel en Allemagne, Lambeth, un faubourg de Londres au Royaume-Uni, Montigny-le-Tilleul en Belgique et Tomar au Portugal. Et elle a également une ville sœur aux États-Unis, Vincennes dans l'Indiana. Certains de ces jumelages sont plus actifs que d'autres et la réussite de ces unions tient tout à la fois au volontarisme des autorités de chaque collectivité et à l'existence de relais locaux impliqués dans le monde associatif ou scolaire de chaque cité. La richesse des jumelages s'illustre aussi par leur apport en matière d'apprentissage linguistique pour nos jeunes, par exemple.
Le fait est que dans le monde anglophone, la distance avec l'Indiana et les différences de priorité du côté de Lambeth ne nous ont jamais permis de donner une dimension suffisante à cet aspect des relations internationales. Il paraissait donc souhaitable d'envisager la naissance d'une nouvelle amitié. Sans mauvais jeu de mots, les Irlandais à Vincennes ont une présence ancienne, puisque depuis de nombreuses années, c'est dans notre ville qu'est installé le siège de l'Irish Club et de la revue Irish Eyes, destinée aux Irlandais de France et à tous ceux qui l'Irlande passionnent, et qui prend part depuis plusieurs éditions à nos Journées de l'Europe. En juillet 2017 et également en 2018, les Irlandais de France s'étaient retrouvés à Vincennes à l'occasion de Irish Infant Family Sports Day, avec notamment des matchs de football gaélique sur les terrains du stade municipal. À cette occasion, Laurent Lafont avait accueilli au stade son excellence Geraldine Byrne-Nesson, alors ambassadeur d'Irlande en France, et M. Thomas Finney, président de la Chambre de commerce de Blackrock, particulièrement moteur sur ce projet. À mon tour, je me suis rendu au mois de juin à Blackrock. Cette ville de près de 30 000 habitants, située dans le comté de Dún Laoghaire-Rathdown, au sud-est de Dublin et à 15 minutes du centre de la capitale irlandaise, a beaucoup de points communs avec Vincennes, tant en termes de sociologie que d'équipement. Sur place, ce projet de partenariat a reçu le soutien de la ministre de l'Éducation supérieure, Mary Mitchell O'Connor, et de Pat Cox, ancien président du Parlement européen. La démarche est également appuyée par l'ambassadeur de France en Irlande, son Excellence Stéphane Crouza, et par sa nouvelle homologue irlandaise en France, son Excellence Patricia O'Brien. Le week-end dernier, durant le Festival américain, nous avons recueilli à notre tour une délégation autour notamment de Barry Ward, conseiller en charge du jumelage au County Council du Dún Laoghaire-Rathdown. Visite du château, de l'église Saint-Louis et de l'hippodrome pour la partie tourisme, réception à l'ambassade d'Irlande, visite de la médiathèque, de l'espace Pierre Souven, de Sorano, du Carré, de l'office de tourisme, du parc municipal des sports, découverte du marché, rencontre avec le conseil des seniors. Entre deux conférences d'América, le programme était intense. Ces échanges successifs nous ont permis d'identifier avec nos hôtes irlandais un certain nombre de points de convergence. Éducation, avec une forte implication sur place de parents franco-irlandais et des souhaits marqués d'échanges à tous les niveaux scolaires. Culture, avec des perspectives concernant nos médiathèques, conservatoires, mais aussi en matière de chant choral. Tourisme, sport, avec le rugby et le foot gaélique, mais aussi l'escrime. Développement durable, action envers les seniors et les jeunes. À Blackrock comme à Vincennes, l'intérêt des acteurs locaux, établissements scolaires, associations est déjà fortement marqué et l'enthousiasme est réel. L'étape suivante est administrative et plus complexe. Le système des collectivités locales en Irlande est assez éloigné du nôtre, avec des échelons de décision différents, au niveau du comté et non de la ville. Nos partenaires à Blackrock étudient actuellement les modalités qui pourraient désormais permettre de formaliser ces contacts fructueux. Merci. Et une dernière question posée par Marc Walsh. Madame le maire, chers collègues, par délibération en date du 29 mars 2016, le Conseil de territoire de l'établissement public territorial Paris-Est, Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de notre commune. Celle-ci avait notamment pour objet la création de 39 emplacements réservés. Ces emplacements font partie du large panel d'outils que la ville mobilise afin de poursuivre ses objectifs en matière de création de logements sociaux. Cette modification a été contestée devant la justice par des Vincennois. Pouvez-vous nous informer de la suite qui a été donnée à cette requête? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure cet outil concourt à la politique de notre majorité en matière de logement social et quels en sont les derniers résultats? Je vous en remercie. Merci, chers collègues. Nous avons eu l'occasion de le dire déjà plusieurs fois dans cette Assemblée, que ce soit par la voix de mon prédécesseur, Laurent Lafont, celle de Pierre Lobaud, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du logement, ou par la mienne. Depuis 2002, la municipalité a fait du logement social une de ses priorités.
Avec 11% de logements sociaux aujourd'hui, bien sûr, nous sommes assez loin des 25% que la loi exige, mais notre volontarisme a permis de renforcer l'offre de logement social à Vincennes et doit évidemment continuer de le permettre. Nous avons en effet créé entre 2002 et 2016 1276 logements sur un territoire exigu, très densément peuplé et déjà totalement bâti. Qui plus est, la loi, chacun ici le sait, n'a pas tenu compte des spécificités territoriales de chaque commune et les changements intervenus, notamment la suppression du COS par la loi Duflot II, ne nous ont pas facilité la tâche. Il est en outre d'autant plus difficile d'agir avec la pédagogie nécessaire que les prix du foncier ne permettent pas de réaliser dans la plupart des cas des opérations majoritairement sociales. Pour que les opérations de construction restent financièrement viables, elles doivent être mixtes. Et c'est ce pragmatisme qui nous a permis d'obtenir des résultats sensibles, toujours salués par les services de l'État. Nous avons mobilisé, vous le savez, tous les outils disponibles. Des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, des programmes socio-thématiques, une convention de portage foncier avec les PFIF, un droit de préemption, des garanties d'emprunt, des subventions pour surcharge foncière, le programme local de l'habitat, la réorientation de la Vincem vers la construction de logements sociaux, des partenariats avec les associations d'insertion, des dispositions du PLU qui favorisaient le logement social, des emplacements réservés pour la réalisation de logements sociaux. Ces emplacements réservés, ont souvent été mal compris. Je rappellerai d'ailleurs que ces emplacements réservés n'ont pas vocation à stigmatiser les propriétaires, mais à identifier des parcelles qui, le jour venu, sont le plus à même de permettre la réalisation de ces opérations sociales. Et comme nous avons pu l'expliquer aux Vincennois qui nous ont sollicités sur ce sujet, la ville n'a aucunement l'intention de les exproprier de leur habitation aussi longtemps qu'ils souhaiteront y habiter et la maintiendront en bon état d'entretien. En outre, les acquisitions sont réalisées au prix obtenu par le vendeur. Ce dispositif a permis, dans la version précédente du PLU, de créer près de 500 logements sociaux et Vincennes aurait dû payer une pénalité SRU de plusieurs millions d'euros et aurait pris le risque de se voir retirer sa compétence en matière de permis de construire si nous n'avions pas pris ces initiatives, certes impopulaires, mais évidemment conformes à l'intérêt général. Ces emplacements ont néanmoins cristallisé les oppositions et suscité, comme vous le soulignez, un certain nombre de recours. Le tribunal administratif de Melun a donc été saisi le 13 octobre 2016 par 23 requérants qui demandaient l'annulation de la délibération du Conseil de territoire ayant approuvé la modification de notre PLU. Dans cette affaire, le jugement a été rendu le 20 juillet dernier. Leur requête a été rejetée. Vous le savez, les villes qui, comme Vincennes, n'atteignent pas les objectifs fixés par la loi SRU sont amenées à exposer leur situation en commission départementale puis en commission nationale. En commission départementale, c'est ce que nous avions fait le 17 octobre 2017. Lorsque la commission départementale considère qu'il existe des raisons objectives à la non-atteinte des objectifs triennaux de construction de logements sociaux, les communes peuvent alors saisir la commission nationale, laquelle examine la possibilité d'un aménagement de l'obligation triennale suivante. La commission nationale est présidée par une personnalité qualifiée, nommée par le ministre en charge du logement. Son président est actuellement M. Thierry Repentin, dont l'exigence et l'engagement en matière de logement social sont évidemment largement connus. La commission comprend aussi 2 sénateurs, 2 députés, un représentant du Conseil d'État, un représentant de la Cour des comptes, un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, un représentant du Conseil général de l'environnement et du développement durable, 2 représentants d'associations d'élus et 2 représentants d'associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées. Avec Laurent Lafont et Pierre Lebeau, nous y avons exposé à cette commission nationale le 14 mars dernier l'ensemble de nos actions et les éléments objectifs qui caractérisent la production de logements sociaux à Vincennes. Monsieur le préfet du Val-de-Marne vient, il y a quelques jours, de nous faire état des conclusions de cette commission nationale, sur la base desquelles le ministre de la Cohésion des territoires a pris sa décision cet été. Je le cite. Après avoir attentivement examiné les possibilités d'aménagement des obligations triennales 2017-2019 de production de logement social de la commune de Vincennes, le ministre estime que cette dernière, même en mobilisant tous les outils disponibles et en menant une politique volontariste dans le domaine du logement social, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif théorique de rattrapage pour la période 2017-2019. Et il décide de suivre les recommandations de la Commission nationale et de ramener les objectifs de Vincennes de 1148 à 700 logements sociaux à produire pour la période 2017-2019, soit une baisse de 40%. C'est là la reconnaissance au plus haut niveau
est tout à fait exceptionnel parmi les communes concernées des spécificités de la situation vincénoise, et de la qualité, de l'efficience et de l'utilité de la politique que nous menons. C'est aussi, je le crois, la reconnaissance de l'impossibilité technique de faire mieux que ce que nous faisons déjà. Vous pouvez compter sur notre détermination à poursuivre dans cette voie qui satisfait à la fois l'intérêt général en matière de logement social, tout en préservant celui des Vincénois, tant en termes d'urbanisme que de fiscalité. Bien, alors avant de passer à l'ordre du jour, on doit adopter le dernier compte-rendu de séance. Qui est pour ce compte-rendu de séance? Unanimité, merci. Et donc, nous allons passer à l'ordre du jour avec des premiers points qui concernent la finance. Monsieur Chardon. Chers collègues, bonsoir. Donc effectivement, nous allons aborder un point finance qui, comme vous le savez, donc nous avons voté un budget primitif et puis bien le calendrier avance et au fur et à mesure, il y a des éléments qui viennent s'intégrer dans ce budget et nous dirigerons donc vers un budget définitif qui intégrera donc ces différents éléments. Donc ce que nous présentons ce soir, donc en fait, c'est une décision modificative du budget principal de la ville qui prend donc en compte dépenses et recettes nouvelles à hauteur de 580 500 €. Donc sur la section de fonctionnement, nous avons donc des recettes qui ont été modifiées de la façon suivante, telle qu'on vous l'a décrite. Donc nous avons obtenu un dégrèvement au titre de la taxe foncière 2017 sur le site de la cité industrielle à hauteur de 138 000 €. Des dépenses nouvelles donc, se sont présentées. Donc, la première, c'est un ajustement des crédits liés au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, suite à sa notification, donc à hauteur de 80 000 €. L'abondement des crédits relatifs aux titres annulés sur exercice antérieur suite au remboursement partiel de la contribution de 2014 à 2017 donc du FIPHFP, donc qui est le Fonds de l'insertion des personnes handicapées dans le cadre de la fonction publique, qui avance 100% donc des subventions prévisionnelles et puis qui ajuste en fonction du réalisé, donc 43 000 € sur les 129 000 de subventions initiales. Deux écritures qui n'ont aucun impact puisqu'elles s'équilibrent en dépenses et recettes, donc ce sont des régularisations comptables, comme on en rencontre chaque année. Donc une modification des coordonnées d'un tiers bénéficiaire sur une subvention communale à hauteur de 16 000 €, SOLIA. Un changement de tiers débiteur de loyer pour le Centre d'information et d'orientation, le CIO, pour le second semestre 2017. En l'occurrence, le ministère de l'Éducation au lieu du département pour 23 000 €. Donc cette section de fonctionnement dégage un solde permettant d'abonder un virement à la section d'investissement à hauteur de 383 000 €. Nous avons ensuite des dépenses complémentaires. Donc la première, comme vous le savez, nous avons entamé des travaux importants donc, pour installer et réménager donc, dans le cadre de la maternelle du Nord une restauration sur place. Donc l'avance des travaux et la technicité ont fait ressortir qu'il y avait un besoin de renforcement des fondations du plancher, de l'office et puis des raccordements électriques et puis aussi l'acquisition d'équipements de cuisine adaptés à la nouvelle configuration des locaux. Et ça, bien sûr, on ne peut le voir qu'au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc ça représente une dépense supplémentaire par rapport à ce qu'on avait imaginé de 196 000 €. Ensuite, vous avez aussi l'inscription de la contribution communale aux frais d'études de dépollution. Donc, je vous rappelle sur les sites donc autour donc du collège Saint-Ex, donc qui nous concerne notamment sur la maternelle et sur la crèche. Donc à hauteur, donc c'est réalisé par le département et la ville donc participe à hauteur du prorata de la présence des locaux communaux, ce qui représente donc 208 000 €. Les recettes sont modifiées de la façon suivante aussi, puisque nous avons une recette nouvelle, une inscription d'une subvention de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local,
justement pour le financement du réaménagement de la restauration des maternelles du Nord, dont on parlait tout à l'heure de la dépense supplémentaire, à hauteur de 126 000 €, et un abondement des recettes relatives aux amendes de police suite à la notification du montant perçu en 2018, plus 45 000 €, qui s'ajoutent aux 457 000 € inscrits au budget primitif. Et par donc équilibrage du budget, une diminution du produit de l'emprunt à hauteur de 150 000 €. Voilà pour cette première modification. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Donc on va mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient, 4. Et qui vote contre, pardon. Merci, un vote contre. Et 4 abstentions avec les pouvoirs. Merci. On passe au point suivant sur l'attribution d'une subvention. Oui, donc je voulais vous rappeler pour le budget primitif, nous avions voté une somme de 20 000 €, 12 000 € pour les subventions patriotiques habituelles et 8 000 € pour fêter dignement l'armistice, le centenaire de l'armistice. Sur ces 8 000 €, lors de l'autre conseil municipal, nous avions dépensé déjà 4 200 € pour 2 projets, l'un de l'UDIAC et d'autres du souvenir français. Il nous reste donc 3 800 €. Ces 3 800 € vont être donnés à l'amicale Jean-Baptiste Salis. Alors vous demandez certainement qu'est-ce que c'est cette amicale. Eh bien, si vous voyez, c'est pour tout simplement permettre à un avion qui a volé pour la guerre 14-18, un Blériot, non pas de se poser parce qu'il va être transporté par convoi exceptionnel, mais en tout cas, on le verra le 10 et le 11 novembre sur la place de la mairie. Et je crois que l'association qui nous le loue a dit qu'il ferait marcher les moteurs pendant 2 ou 3 fois. Donc ça va être un spectacle quand même assez extraordinaire dans le département du Val-de-Marne d'avoir un tel avion qui a volé pendant la guerre 14-18 et qui a quelques, disons, victoires à son actif. Donc on vous demande d'honorer cette charge de 3 800 €. Merci. Avez-vous des questions sur cette subvention? Non. On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité. Merci. Et on passe aux questions d'administration municipale et de ressources humaines. Monsieur Panetier. Oui, alors comme il y a la construction de l'école Simone Veil, il faut forcément un poste de gardien et un poste d'assistant sanitaire. Donc on a le plaisir de créer ces 2 postes qui seront pourvus par les agents en reclassement. Donc poste de gardien d'école, catégorie C, et poste de sanitaire, catégorie C aussi de la filière administrative. Donc de proposer de permettre à ces 2 personnes de prendre leur poste. Merci. Y a-t-il des questions? On va mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe à la question sur l'actualisation des emplois. Oui, les activités organisées par la ville de Vincennes à destination des enfants et de la jeunesse ayant évolué, il convient d'actualiser les libérations permettant le recrutement et la rémunération des animateurs qui encadrent occasionnellement ces activités. Alors ces activités sont le mini-raid, qui est organisé en octobre, le passeport et le festival de la jeunesse. Donc il faut savoir que le taux de rémunération actuel de ces emplois, de ces personnes, reste inchangé et s'élève à 13,72 € par heure. Et donc ça suit l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Ça concerne à peu près 11 agents et qui ont tous le BAFA. Des questions? Madame Pommier. Oui, je me demandais en quoi consiste l'actualisation des conditions de recrutement en particulier citées dans le projet.
Madame Hochmail. Le passeport, c'est, enfin, tout ce que vous citez sont des activités récurrentes maintenant. Donc pourquoi du personnel provisoire? Non, parce que ce sont des activités qui demandent des postes supplémentaires de temps en temps, sur des périodes précises en fait. Bien sûr, c'est récurrent, mais ça demande un complément finalement. D'autres questions? Excusez-moi, mais du coup, c'est quoi l'évolution? Qu'est-ce qui est actualisé dans les conditions dans lesquelles, parce que bon, ils sont toujours là, ils viennent de temps en temps, effectivement. Ils ont toujours le même salaire, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui change concrètement? Une extension de leur activité, ce qui n'était pas prévu avant. On revient toujours au premier paragraphe, fin du premier paragraphe. Il y a quelques années, quand on avait comment dirais-je, organisé leur travail, on ne faisait pas de passeport, on ne faisait pas de mini-raid, on ne faisait pas de festival à la jeunesse. Oui, c'est le périmètre qui change en fait. On a retiré certaines activités, on en rajoute d'autres. Y a-t-il d'autres questions? Non? On va mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe à la question suivante. Donc, tableaux effectifs, 3 recrutements, ils sont tous en catégorie C, mais avec une progression quand même intéressante. Promotion interne, aussi 3 en catégorie C. Quelquefois on passe de maîtrise à principal, c'est pas neutre, et des récités au concours qui permettent de passer de la catégorie C à B et d'autres du interne à B, mais qui donne accès au principal A. Je voudrais rajouter que lors de la commission de CTP dernièrement, il y a eu un avis favorable à l'unanimité de ce CTP. Des questions? Ben, c'est toujours la même. Dans ce tableau, quels sont les postes vraiment pourvus, en fait? Bon, ça fait partie des questions qu'on aurait pu avoir effectivement en commission pour vous faire une réponse détaillée, parce que le tableau est assez long, mais on pourra vous faire une réponse effective sur quels sont ceux qui sont effectivement pourvus. Mais là, si on fait du ligne à ligne, oui, ça risque d'être un peu long. Oui, je peux vous donner juste un exemple. En effet, le premier, par exemple, création d'un potage administratif, la personne arrivera au 1er novembre prochain. Voilà un élément de réponse. Mais si vous voulez, disons, avoir tout le détail, bon, ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas été en commission, parce que j'aurais eu votre réponse avant, mais c'est avec grand plaisir que je vous donnerai le détail si vous le souhaitez. Hein. Mais ça, c'est vraiment extrêmement technique et je ne pense pas qu'on peut passer tout le conseil municipal là-dessus. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Madame Hochmail, vous avez une remarque. Je disais seulement que la différence venait aussi des supports et des postes. Parce que les supports n'ont pas toujours les mêmes postes. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va mettre aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Point suivant sur la convention dont on a parlé tout à l'heure. Oui, donc il y a un peu d'extension, parce qu'en fait, les agents peuvent être mis à disposition dans la mesure où ils ne sont pas transférés complètement, ce qui est le cas pour les agents de Vincennes. Dernièrement, le service de la propreté au niveau de l'EPT a vu ses attributions augmenter. Donc il faut réadapter en fonction des agents qui travaillent déjà pour cette EPT et qui viennent de Vincennes. L'important pour tous, c'est de savoir qu'aucun de ces nouveaux membres n'atteint 100% d'activité donnée l'EPT. Donc à partir du moment où on n'atteint pas 100% de transfert au niveau de l'EPT, on est mis à disposition, ce qui est le cas encore pour tous ces agents. Donc on a on n'a pas de changement, on a une extension des postes, mais on n'a pas de changement de la réglementation jusqu'à présent
entre l'EPT et la ville de Vincennes. Alors vous avez la liste en annexe, je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si on peut passer là. Voilà. Vous voyez, il y en a beaucoup plus qu'avant, mais il n'y en a aucun qui, pour Vincennes, atteigne 100%. Il faut lire la dernière colonne. Vous voyez? Donc ils sont toujours mis à disposition, ils ne sont pas transférés à l'EPT, pour résumer. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention? Donc peu de changements, sauf effectivement des temps et des agents complémentaires au regard des changements de périmètre. Madame Hochmail. Le CT a donné son accord. Enfin, il n'y a pas... Tout à fait. Merci. Unanimité. Merci. On va mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient, une abstention. Merci. On passe au point suivant sur les logements de fonction. Oui, alors les logements de fonction, vous savez qu'il y a deux cadres pour les logements de fonction, soit concession pour nécessité absolue de service, soit convention d'occupation précaire avec astreinte. Alors il se trouve que pour cette dernière catégorie, il n'y a pas d'agents vincenois concernés pour ces délibérations. Donc les agents concernés pour la première délibération ont donc le logement de fonction gratuit. Mais attention, ces agents, dont je vais citer le nom dans quelques secondes, les agents supportent l'ensemble des réparations et des charges locatives et doivent payer les avantages accessoires, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Donc les personnes qui sont concernées par cette première catégorie, donc logement de fonction, ce sont les gardiens d'école élémentaire de l'Ouest, école maternelle, toujours gardien école élémentaire de l'Ouest, gardien école maternelle de l'Ouest, gardien école élémentaire Espace Le Est Libération, etc., plus le directeur du centre de vacances à Berpoche. Je ne sais pas si vous avez passé le projet de loi de libération qui est annexé à cette... Vous verrez la liste complète. Madame Hochmail. Est-ce que c'est voulu ou un oubli, ce que je ne pense pas? Je ne vois pas l'école Viennot et l'école Simone Veil. Il n'y aura pas oui, alors, les gardiens n'auront pas de logement de fonction. Il n'y a pas de gardien parce que c'est une question de sécurité aussi. On a d'autres systèmes qui font que certaines fois on n'a pas de gardien, mais on a un système de sécurité qui permet une sorte de gardiennage. D'accord. D'autres questions? On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. On a fini les points sur cette partie-là. On va passer au logement social et à l'habitat. Monsieur Lebeau. Alors, le premier point concerne des surcharges foncières au bénéfice de la société foncière Habitat Humanisme pour deux opérations d'acquisition-amélioration. L'une au 25 rue des Laitières et l'autre au 62 rue de la Jarrie à Vincennes. Ce sont des opérations qui sont faites en PLAI, donc très sociales. Donc pour équilibrer le bilan de ces opérations, la société foncière Habitat Humanisme a sollicité auprès de la ville des demandes de subvention pour surcharge foncière, 35 000 € pour le 25 rue des Laitières, 60 000 € pour l'opération du 62 rue de la Jarrie. Donc en fait, ça a été, je ne l'ai pas dit, mais il y a 3 logements, donc un à la rue des Laitières et 2 rue de la Jarrie. En contrepartie, la ville bénéficiera d'un droit de réservation d'un logement pour une durée de 60 ans. Ce droit de réservation s'exercera au 25 rue des Laitières, puisque les 2 autres logements sont réservés au département du Val-de-Marne et à l'État. Voilà ce qu'on vous demande d'approuver. Y a-t-il des questions? On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant. Même chose pour une opération réalisée avec la société I3F. Il s'agit d'une opération d'acquisition d'amélioration de 19 logements sociaux au 100 rue d'Hydro à Vincennes, qui comportera donc 7 PLUS, 6 PLAI et 6 PLS. Je rappelle simplement que c'est une opération extrêmement vétuste qui a fait l'objet d'une expropriation et qui a dû être complètement vidée par I3F pour pouvoir réhabiliter l'immeuble. Donc elle sollicite de la ville une subvention pour surcharge foncière
de 475 000 €, soit 25 000 € par logement. Et en contrepartie, la ville aura droit à un droit de réservation de 2 logements pour une durée de 60 ans, un PLUS et un PLS. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur cette opération? Non. Alors, on va mettre aux voix qui est pour. Je voulais juste intervenir pour la ville. Je trouve que le taux de l'offre de 2 logements n'est pas très important. C'est exact, mais c'est toujours un problème d'équilibre des opérations parce que, vous le savez, les bailleurs sociaux attribuent des logements à des collecteurs, notamment 1%. Je rappelle qu'I3F fait partie du mouvement Action Logement. Et c'est pour le financement, si vous voulez, l'équilibre financier de leurs opérations. C'est aussi pour ça qu'ils sont limités dans l'attribution des logements. C'est une opération qui coûtait très cher. Merci. On va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. La convention de réservation du 25 laitière. Là, c'est le même type d'opération, mais au 15 rue de Montreuil à Vincennes. C'est une opération de construction de 12 logements sociaux qui va être réalisée par la Vincennes et qui comporte 4 PLUS, 4 PLAI, 4 PLS. Donc, la Vincennes sollicite de la ville une subvention pour surcharge foncière qui est de 360 000 €, soit 30 000 € par logement. Et la ville aura droit à un droit de réservation de 3 logements pour une durée de 60 ans. Et là, pareil, ce sera répartis, il y aura un PLUS, un PLAI et un PLS. Avez-vous des questions sur cette opération? Non, on va mettre aux voix qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Point suivant. Pierre, je pense qu'on a sauté le 100 d'hydro. On l'a passé? Ah, pardon. Oui, pardon, 15 Montreuil, 100 d'hydro. Oui, pardon. Et ben, nous passons au développement économique avec la signature d'une convention d'habilitation. Mes chers collègues, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, que l'on appelle CE, constitue l'un des instruments de la politique française de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie, appelés les obligés. Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients et obtiennent en contrepartie des CEE qui constituent des biens meubles négociables. S'ils ne répondaient pas à leurs obligations, ils seraient soumis par les pouvoirs publics à une pénalité aujourd'hui dissuasive. Les 2 syndicats, SIPEREC et SIGEIF, proposent aux collectivités un dispositif CE commun fondé sur le principe du groupement afin d'atteindre le seuil d'éligibilité. La convention que vous propose de signer a pour fonction principale d'habiliter le SIPEREC, dans le cadre du dispositif commun aux 2 syndicats, à effectuer les démarches permettant d'aboutir à la valorisation des CEE suite aux opérations d'efficacité énergétique menées par le bénéficiaire. À l'issue de la vente des CEE, le versement de 80% du montant correspondant aux opérations est effectué vers le bénéficiaire. Les 20% restants sont conservés pour couvrir les dépenses engagées pour la bonne réalisation des engagements des syndicats, coût de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, chargé de constituer les dossiers, ainsi que les frais internes de montage et de suivi du dispositif. Le dispositif est prévu pour fonctionner jusqu'au 31 décembre 2020 et pourrait être reconduit tacitement pour 3 ans. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver la convention d'habilitation tripartite et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents. Madame Hochmail. Oui, bien évidemment, je vais voter pour. Mais j'avais demandé il y a quelques années, je pense, la possibilité, enfin que Vincennes étudie la possibilité d'être adhérent à Enercop au niveau électricité ou à un autre distributeur, mais de base écologique, j'allais dire, électricité renouvelable, récupérée par l'énergie renouvelable. Et donc, ça m'amène pour avoir ces fameux, j'ai oublié le nom, CE. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qu'on compte faire au niveau de la ville pour
concrètement, pour que le parc immobilier de Vincennes soit en rénovation écologique, thermique, quel accompagnement, quelle aide concrète pour le parc social, ainsi que des copros insalubres. Je rajouterais même que quand je vois Sipérec et CGF, je pense à Gaspard et le compteur Linky qui arrive sur notre ville. Et je voulais savoir si vous comptez organiser, je sais pas, une réunion pour tous les gens qui ont peur de ces compteurs, qui traumatisent beaucoup de personnes. Bon, je ne veux pas en parler là parce que c'est trop gros, mais j'arrive à me demander s'il ne faudrait pas faire une réunion d'information, de dédramatisation par rapport aux ondes. Voilà. Pour le moment, on ne parle pas trop de Linky, mais on parle beaucoup de Gaspard sur Vincennes, qui est à peu près comme Linky, hein, d'ailleurs. Merci. Gaspard est en train d'être installé. Linky ne va pas tarder, je crois que c'est pour 2019. Il y a eu une étude qui a été faite par l'ARS, enfin l'ANFR et l'ARS, qui a dit que j'ai les textes là, que le compteur Linky ne conduit pas à une augmentation du niveau de champ électromagnétique ambiant et qu'il y a de très faibles possibilités d'engendrer des effets à court terme ou à long terme. D'après, c'est quand même l'ANFR qui n'est pas la moindre agence. Je pense qu'on ne va pas faire le débat là. Non, on va pas, il y a de plus en plus de villes, de maires qui refusent les compteurs Linky. Et contrairement à ce que l'on dit sur certains procès, les municipalités peuvent interdire Linky dans leur ville. Ce n'est pas ce que je demande là à l'heure actuelle. Tout le monde sait ce que je dois penser, mais ce n'est pas ce que je demande à l'heure actuelle. Je dis seulement que pour avoir ces CEE, il faut commencer à réfléchir sur les économies d'énergie qu'on peut faire dans certaines résidences, aider les copropriétés à être plus... à consommer moins, et voilà. Donc quand je vais à Sipérec, et il me semble aussi que les maires qui siègent au Sipérec, mais tu m'as dit que non, mais moi j'ai vu un écrit comme quoi les maires avaient demandé au Sipérec justement d'être cool par rapport aux installations des compteurs et ne pas faire du forcing systématiquement si les propriétaires ne voulaient pas, ou locataires, alors que c'est la ville qui est propriétaire, ne voulait pas d'installation. Veuillez m'excuser, Madame la maire. Au dernier comité du Sipérec, on a voté un vœu dans ce sens-là, en disant que voilà, on demande aux fournisseurs de Linky de ne pas faire ni de la coercition ni rien. Oui, non, mais c'est tout. Personne n'empêche les uns les autres de refuser le compteur Linky. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que EDF après va facturer le relevé. J'ai eu les chiffres, et le relevé va être facturé 90 € hors taxe, ce qui est énorme. Alors moi, ce que je peux vous conseiller aux uns et aux autres, c'est d'accepter le compteur Linky, mais de refuser l'activation. Comme ça, si un jour vous réfléchissez, vous dites « Ah non, 90 €, c'est un peu beaucoup pour un relevé », à ce moment-là, ça sera plus facile de le faire activer que de demander à ce qu'ils viennent installer Linky, parce que je pense que EDF fera payer assez cher l'installation du compteur Linky. Ce serait peut-être bien que la ville communique sur tout un tas de choses par rapport à ces compteurs qui arrivent, même si une décision n'est pas prise. Et voilà. Mais veuillez m'excuser d'avoir un peu monopolisé par rapport à ça le conseil. Par rapport à la première question, moi j'ai eu les chiffres principalement des économies d'énergie à propos des CE pour tout ce qui est voirie. Parce que bon, on a déjà des CE pour la voirie. J'ai pas eu encore les chiffres pour ce qui est habitat. J'ai demandé à M. Stéphane Tissot, mais on n'a encore pas eu. Ils n'ont pas eu le temps de me communiquer pour aujourd'hui les chiffres pour tout ce qui est économie d'énergie pour l'habitat. Mais pour la voirie, on a eu des DCE on a refait l'éclairage pour la rue Joseph Gaillard. On a économisé 55 000 kWh. On a eu 210 € de CE. Pour la rue Diderot, on a eu 596 € de CE avec 158 000 kWh. Et pour la rue Renan, 55 000 kWh d'économie, on a eu 210 €. Donc pour l'année 2017, on a eu 2804 € de CE. Donc voilà, pour tout ce qui est économie d'énergie. Pour répondre en complément, on n'a pas attendu évidemment de
signature de convention pour agir sur ce thème-là. À chaque fois que nous réalisons des réhabilitations avec des bailleurs sociaux notamment, nous demandons et aussi à ce que évidemment ce soit fait dans ce sens. Et comme le disait Éric Bensoussan, de notre côté aussi ville, nous avons mis en place toute une série d'actions qui d'ailleurs sont en partie recensées soit dans l'agenda 21, soit dans la charte interne, de manière à ce que à chaque fois que nous le pouvons, nous réalisions des actions en faveur de la maîtrise de l'énergie avec des résultats qui commencent à être identifiés et que l'on peut surtout dénombrer parce que c'était pas forcément le cas jusqu'à présent, mais maintenant on arrive à suivre à peu près ces éléments d'économie, et c'est aussi la raison pour laquelle on a par ailleurs engagé les ménages vincénois à travailler sur cette question d'énergie avec des lauréats sur le dispositif dont tu peux éventuellement dire un mot, Éric. Donc vous connaissez tous ce qu'on appelle les FEP, les familles énergie positive. On incite les familles vincénoises à faire d'économie d'énergie. Là, on relance une nouvelle édition. Vous pouvez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Et on fait aussi des confs copropriétaires et copropriétés avec MVE. Il y en a une bien prochainement, je crois que c'est courant octobre, justement sur les maîtrises sur les économies d'énergie, les rénovations énergétiques, etc., etc. Non, Et vous verrez qu'au-delà même des économies d'énergie, nous nous attacherons à faire de même pour les déchets dans quelques semaines, puisque nous inciterons les familles vincénoises à produire de moins en moins de déchets à travers un même dispositif. Des familles qui se sentent concernées par la réduction des déchets, et notamment à Vincennes. On va mettre aux voix, sauf si vous avez d'autres questions. Alors, qui est pour? Merci. On va passer au point suivant sur l'adhésion de la ville à la centrale d'achat Sipenco. Par délibération du comité syndical du 22 juin 2017, le CIPAREC a décidé de constituer une centrale d'achat au profit de ses adhérents dans des conditions etc. La centrale d'achat, dénommée Sipenco, passera des marchés publics ou des accords cadres de travaux, fournitures ou services en qualité de mandataire à charge pour ses adhérents d'en assurer l'exécution. À savoir dans le domaine performance énergétique, mobilité propre, téléphonie fixe et mobile, réseau Internet et infrastructures, services numériques de l'aménagement de l'espace urbain, services numériques aux citoyens, valorisation de l'information géographique et prestations techniques pour le patrimoine de la ville. Chaque fois qu'il lance une consultation pour l'achat de prestations comprises dans l'un des bouquets choisis, le Sipenco en informe la collectivité adhérente. Celle-ci confirme alors au Sipenco son intention de commander ou non des prestations dans les conditions fixées par la Convention. Une fois le marché attribué par le Sipenco, celui-ci met à disposition de la collectivité l'ensemble des pièces techniques et administratives nécessaires à son exécution. En contrepartie du mandat donné au CIPAREC, la collectivité s'acquitte d'une participation financière annuelle. Celle-ci est composée d'une part fixe qui s'élèvera pour Vincennes à 0,16 € par habitant, plafonnée à 5 800 € par an, et d'une part additionnelle correspondant au prix du ou des bouquets sélectionnés par la ville. Le prix de chaque bouquet est fixé à 20% du montant de la participation fixe, soit pour Vincennes 0,032 € par habitant, plafonné à 1 160 €. Ces prix sont révisés périodiquement selon les conditions détaillées dans la Convention. La collectivité reste engagée sur des bouquets choisis jusqu'à l'expiration des marchés publics s'y rapportant et jusqu'à la réception des prestations qu'elle aura commandées dans ce cadre. L'adhésion à la centrale d'achat Sipenco, telle que constituée par le CIPAREC, présente un intérêt technique, économique et juridique pour la commune. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver l'adhésion de la ville de Vincennes à la centrale d'achat Sipenco. Merci. Y a-t-il des questions sur cette adhésion? Non. On va mettre aux voix qui est pour, qui s'abstient. Une abstention, merci. On va passer au point suivant. Toujours M. Bensoussan. Mes chers collègues, je vous rappelle que le Conseil municipal, par délibération en date du 25 mars 2009, a institué le droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux et a délimité un périmètre de sauvegarde permettant la mise en œuvre de ce droit. Par la déclaration enregistrée en mairie le 14 juin 2013, nous étions informés que la société Orchidée Bleue
voulait céder le droit au bail du commerce 623 rue Aubert-Giordino à la société Zen Relax, société en constitution. Selon cette déclaration, le bénéficiaire de la cession de bail envisageait d'exercer l'activité de institut de beauté, soins du visage, soins du corps, relaxation du corps, épilation, massage, etc. Cette activité est déjà fortement représentée dans cette zone commerciale au détriment des autres types de commerce de proximité. Pour permettre à l'offre commerciale de Vincennes d'être toujours dynamique et équilibrée, il était important de maintenir la mixité commerciale de ce secteur. C'est pourquoi Monsieur le maire de Vincennes a souhaité acquérir, c'est-à-dire M. Laurent Lafont, a souhaité acquérir par voie de préemption le bail commercial ci-dessous désigné afin d'y installer un commerce dédié notamment à la vente de produits alimentaires. Sont exclus des activités de bureaux, de services, cabinets médicaux, paramédicaux, services financiers, agences immobilières, etc. La société Orchidée Bleue a engagé des recours en annulation contre la procédure de préemption. Par décision en date du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de la décision de préemption, rejet confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 septembre 2015. Et enfin, le pourvoi devant le Conseil d'État, dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, était rejeté par arrêt en date du 24 mars 2016. La cession du droit au bail entre la société Orchidée Bleue et la ville de Vincennes a été signée le 14 juin 2018. Dès lors, la loi impose un délai de 2 ans à compter du 14 juin à la ville pour rétrocéder le bail. Pour ce faire, un cahier des charges vous est joint à la précédente note. Il comporte la description du local, les activités souhaitées et voilà. Les conditions financières sont les suivantes. Le loyer annuel est de 18 824 €, les charges mensuelles 150 €, cessation du droit au bail 10 000 €, et enfin un dépôt de garantie de 4 706 €. Je vous propose donc, mes chers collègues, d'approuver le cahier des charges qui est joint. Merci. Madame Hauchemaille. Quand vous parlez d'équilibre de l'offre commerciale, surtout dans ce quartier-là, je suppose qu'il y aura encore une chocolaterie? On verra bien. Parce que là, l'équilibre risque d'être complètement dynamité. Le premier qui nous fera une proposition intéressante, c'est une chocolaterie, ça serait une chocolaterie. Voilà. Donc, non mais c'est terrible pour des gens comme moi, avec autant de chocolateries et d'épiceries fines. Vous vous rendez pas compte. Bon, je regrette quand même il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Mais je regrette quand même la fermeture de la librairie de la rue du Midi. Parce que ça ne fait plus qu'un libraire, enfin même pas libraire, enfin papier, journaliste, presse dans la ville, enfin tout du moins dans le centre. Bon là je pense pas que ce sera un point presse qui se mette, on n'est pas loin du RER, je crois qu'il y avait des discussions par rapport à ça au niveau du RER, enfin je sais pas. Mais enfin bon, je tenais quand même à dire que c'était bien triste voilà. Et puis surtout pas de chocolaterie, pitié. On verra bien. Non, mais à propos du point presse, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Monsieur Machin, là, de la rue du Midi, et on l'a aidé, on a trouvé vraiment personne, il a cherché, et pourtant, a priori, au point de vue chiffre d'affaires, c'était le 3e point presse de toute la banlieue Est, et malgré ça, il a trouvé personne pour reprendre son commerce. À contrario du point presse qui était sur la place devant Carrefour Market là, à l'est, qui dès le mercredi n'avait plus par exemple Télérama, ce qui est quand même un peu voilà. Lui, il avait vraiment tout le temps. Voilà quoi. C'est-à-dire qu'on peut déplorer la fin d'un point presse dans un quartier parce que c'est une réelle nécessité. Mais la personne n'avait quasiment rien, donc c'est facile de dire j'ai fermé parce que personne ne venait m'acheter mes journaux. Il n'avait rien, alors que ce monsieur, là, rue du Midi, avait vraiment tout, était vraiment très sympathique. Et voilà, c'était une petite parenthèse que je comptais, que je voulais faire. Non. Alors peut-être pour apporter un complément d'information sur ce point, effectivement, on regrette la fermeture de ce commerce et c'est pas faute d'avoir discuté avec ce monsieur sur les possibilités. C'est une difficulté que rencontrent beaucoup de collectivités locales aujourd'hui. C'est lié effectivement à la disparition, ou en tout cas à la baisse de fréquentation et d'achat de presse quotidienne notamment, mais pas que, vous avez raison de le souligner.
Je vous rappelle que la ville, il y a déjà quelques années, avait déjà fait un effort sur l'est de Vincennes, puisque nous y avions installé, et nous avons installé un kiosque qui d'ailleurs fonctionne pas trop mal, sur la place Jean-Spire-Lemaître, en tout cas qui propose au moins quelques titres dans le quartier, et nous allons réitérer, puisque nous souhaitons installer, une fois que les travaux seront terminés, les travaux d'aménagement de la gare du RER, nous allons installer place Pierre-Sémar un autre kiosque de même nature, de manière à ce que, évidemment, les Vincennois puissent avoir accès à la presse et au-delà de la presse quotidienne, d'autres titres dans la mesure du possible. Et par ailleurs, nous sommes en négociation actuellement avec certaines enseignes de supérettes pour voir dans quelle mesure, éventuellement, ils pourraient ouvrir un corner de presse. Madame la maire, le kiosque dont je parlais est fermé dans l'Est. Le kiosque que vous avez fait installer, qui est très sympathique et tout, il est fermé. Il n'y a plus de journaux de vendus. Hein. Oui, alors ça dépend de l'état de santé de la personne qui tient le kiosque. Et donc de temps en temps, il est fermé, de temps en temps, il est ouvert. Mais comme c'est effectivement quelqu'un qui est seul, en général, c'est plus compliqué. Je suis ravie, Madame Noschwein, que vous m'appeliez Madame le maire. Ça vous a échappé. Carrément, probablement. Bien, on va mettre aux voix pour approuver ce cahier des charges. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant sur la taxe de séjour. Donc, je vous rappelle que la taxe de séjour est supportée par des personnes non domiciliées à Vincennes et non assujetties à la taxe d'habitation, mais qui séjournent dans notre ville. Et que les recettes issues de la perception de cette taxe sont destinées au financement d'actions en faveur du tourisme. Donc, à Vincennes, depuis le 1er janvier 2004, nous avons une taxe de séjour dite au réel, c'est-à-dire qui fixe un tarif par personne et par nuitée. Donc, nous avons réévalué la grille tarifaire, nous l'avons régulièrement actualisée en prenant en compte les obligations réglementaires intervenues depuis la date du 1er janvier 2004. De nouvelles modifications ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2017. Ces modifications portent notamment sur la revalorisation de certaines limites tarifaires ainsi que sur l'instauration d'une taxation proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente de classement. Dès lors, les collectivités doivent adopter un taux compris entre 1% et 5% à appliquer au coût hors taxe de la nuitée par personne. De plus, l'article L 2333-30 du CGCT précise que ce taux, compris entre 1 et 5%, est applicable au coût hors taxe de la nuitée par personne, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Ces dispositions doivent être arrêtées par délibération du conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicables à compter de l'année suivante. Donc, compte tenu de ces nouvelles directives et de la revalorisation de certaines limites tarifaires, le barème proposé pour une application aux hébergements vincennois à compter du 1er avril 2019 et celui que vous trouvez au recto de la note, donc je ne vais pas vous en faire la lecture puisque vous l'avez certainement tous appris par cœur. Pour l'année 2019, ces nouvelles dispositions s'appliqueront conformément à la période de perception applicable dans la commune, soit entre le 1er et le 10 octobre 2019, pour une collecte effectuée du 1er avril au 30 septembre 2019. Et à compter du 1er octobre 2019 et pour les années suivantes, le produit de la taxe de séjour perçue par les hébergeurs sera remis par leurs soins à la trésorerie municipale selon les dispositions qui vous sont également précisées. Donc, il vous est proposé d'adopter la nouvelle grille tarifaire actualisant la taxe de séjour de Vincennes à compter du 1er avril 2019. Merci. Avez-vous des questions, Madame Oschmaï? 1er avril, j'aime bien la date. Je n'ai pas pu assister à la commission. Je n'ai pas pu assister à la commission. C'est fort dommage, parce qu'on aurait pu répondre à toutes vos questions, Muriel. Absolument. Et j'aurais pu donc te poser la question. Je te demande de m'en excuser. On n'a pas d'hôtel 5 étoiles, donc voilà. Mais ça va venir d'après les plans futurs. Donc, petite parenthèse, ça devient quoi cette histoire de... Est-ce qu'il y aura un hôtel
5 étoiles. Alors, on n'en est pas du tout là. On en est oui. aux procédures, dont vous parlerez mieux, Pierre Lebeau, immobilière avant la conception du projet purement touristique. Et malgré les briques courts, on n'a absolument jamais statué de quelle catégorie d'hôtel nous déciderions d'installer sur Vincennes. Après, c'est un opérateur privé qui prendra en charge cet hôtel. Il faut voir quelle sera l'offre que cet opérateur nous fera. Il faut qu'il y ait une rentabilité, bien sûr, au projet. Donc, pour l'instant, la rumeur court, mais c'est uniquement la rumeur, on ne peut pas l'arrêter. Mais pour l'instant, on n'a jamais dit que ce serait un hôtel 5 étoiles, palace, 6 étoiles, 18 étoiles ou 12 étoiles. Hein. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur le sujet. Rien n'est décidé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce sera un hôtel. Voilà. A priori. Pas un camping. L'étoile, nous verrons, mais si vous avez vu la presse quotidienne, il paraît que Paris regorge d'hôtels de luxe. Donc, vous avez une partie de la réponse. Il y a une suroffre à Paris sur les hôtels de luxe. Alors, je ne sais pas si l'hôtel 5 étoiles est considéré comme un hôtel de luxe, mais en tout cas, nous serons vigilants à ce que l'offre et la demande se rencontrent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Un hôtel social pour accueillir des réfugiés. Il y a déjà, juste en face au château, une résidence sociale. Hein, donc, c'est quasiment la même chose. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va mettre aux voix cette taxe de séjour. Qui est pour? Qui s'abstient? Unanimité, si j'ai bien vu. Merci. La tarification des nouveaux objets. Donc, par délibération en date du 24 juin 2009, le Conseil municipal avait validé le principe de la vente d'objets à l'effigie de Vincennes à destination des nombreux touristes, mais aussi des Vincennois, afin de promouvoir son image. Cette initiative s'inscrit toujours pleinement dans une démarche de renouvellement de la politique touristique menée par la ville. Ces objets ont pu ainsi être vendus par des biais différents, site internet, vitrine de l'accueil de l'hôtel de ville, office de tourisme, ainsi que sur certains événements au cours desquels les produits étaient présentés, comme à la journée des associations et au village de Noël notamment. Afin de diversifier l'offre actuelle, il est proposé au Conseil municipal d'enrichir la liste des objets en approuvant la liste complémentaire. La vente de ces objets n'occasionnera pas de marge bénéficiaire pour la ville, sauf les frais de gestion courants qui pourront être intégrés dans le prix de revient. De plus, un tarif de groupe pourra être appliqué selon les conditions que vous avez trouvées dans la note et que je ne vais pas vous énumérer. On peut vous dire également qu'en cas d'envoi postal, les frais de conditionnement et d'affranchissement seront à ajouter au prix initial et seront à la charge de l'acheteur et non de la ville. Enfin, la ville se réserve le droit de continuer d'offrir gracieusement, bien sûr, ces objets à titre de cadeau. Donc, il vous est proposé d'approuver la liste complémentaire des nouveaux objets à l'effigie de Vincennes mis en vente. Madame Pommier. Oui, juste une question sur la provenance de ces objets. Comme ils sont à l'effigie de Vincennes, est-ce qu'ils sont produits très loin de Vincennes? C'est toujours la même question. On essaie bien évidemment d'avoir des conditions soucieuses du développement durable dans le cadre des marchés que l'on passe. Il y a des critères en faveur du développement durable dans les critères que l'on passe. Maintenant, on n'a pas passé certainement des marchés pour tous ces petits produits, mais le tote bag est en coton, la clé USB est en bambou, le mug est en émail, donc la bougie est en cire. Donc ce sont des produits qui sont a priori non susceptibles d'introduire des matières qui ne seraient pas en faveur de l'environnement ou du travail d'enfant. Oui, je voulais savoir s'ils étaient produits en Chine. Bien, je vous propose qu'on mette aux voix. Je crois que le Rubik's Cube est fabriqué en Europe, si ma source est bonne. Pour vous faire plaisir, puisque nous nous attendions à cette question, bien évidemment. Donc nous avons élargi la recherche de nos fournisseurs et le fabricant nous a dit que le Rubik's Cube était fabriqué en Europe. Bien, on va mettre aux voix qui est pour.
Unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant, sur la solidarité. Non, la petite enfance, pardon. Madame Locqueville. Alors, le lieu d'accueil enfants-parents est ouvert à Vincennes depuis 2011. Il est ouvert un samedi par mois de 10h à 12h30 hors des vacances scolaires et il est supervisé par une psychologue et encadré par 2 professionnels de la petite enfance de la ville. Il s'agit d'un lieu de rencontre pour les parents d'enfants de moins de 4 ans qui a pour objectif d'accompagner les parents dans leur fonction de parentalité et de les prévenir des difficultés psychologiques et éducatives des enfants de leur famille, de soutenir les parents dans leur rôle en valorisant leurs compétences, de permettre aux parents de se rencontrer afin de trouver des réponses aux questions de la vie de tous les jours. Cette structure petite enfance est financée par la prestation de services versée par la CAF et est calculée sur la base de nombre d'heures d'ouverture annuelle au public ainsi que des heures d'organisation de l'activité plafonnées à 50% des heures d'ouverture au public. Ainsi, pour 2017, le montant de la prestation peut-elle s'évaluer à 870 € par an pour 25 heures d'ouverture et 7h30 d'heures d'organisation. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention d'objectifs et de financement du lieu d'accueil enfants-parents pour une durée fixée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ainsi que tous les documents s'y rapportant. Merci. Avez-vous des questions sur cette convention d'objectifs? Madame Le Calvez, pardon. Oui, est-ce qu'il était envisagé d'avoir une ouverture plus large et de proposer un service plus important? Ou est-ce qu'on se contente des 25 heures d'ouverture ou... Ça répond à une vraie... Enfin, est-ce qu'on a un bilan d'ailleurs? Il y a beaucoup de parents qui viennent. Est-ce qu'on a un bilan depuis 2011 de la fréquentation? Oui, il y a pas mal de parents qui viennent. Non, il n'y a pas de... Il n'est pas prévu pour l'instant d'augmenter le nombre d'heures d'ouverture. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va mettre aux voix qui est pour. Merci, l'unanimité. On passe au point suivant. La convention d'objectifs et de financement relatif à la prestation de services accueil de loisirs adolescents entre la CAF du Val-de-Marne et la ville de Vincennes est arrivée à échéance du 31 décembre 2017. Et il convient de la renouveler pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. Cette convention garantit soutien financier de la CAF avec le développement des activités de loisirs organisées dans les espaces jeunes de la ville. Le montant de la prestation est calculé en multipliant le nombre d'heures de présence des jeunes par le taux de la prestation de services arrêtés annuellement par la CAF. En 2017, ces montants sont fixés à 0,54 centimes d'euros par heure de présence pour chaque jeune, ce qui établit pour 2017 un montant de la subvention à environ 8 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de cette convention d'objectifs de financement au titre de la prestation de services accueil de loisirs adolescents entre la CAF du Val-de-Marne et la ville de Vincennes et d'autoriser Madame le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des questions sur cette convention? Non? On va la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe au point solidarité avec Madame Lebidaud. Alors, depuis septembre 2010, la ville de Vincennes a mis en place une école des parents qui propose durant l'année scolaire un cycle de 4 conférences avec exposé théorique et échange avec la salle. Vous avez sous les yeux les 4 thèmes de 2018. Il en reste 2, une le 4 octobre et une le 6 décembre. Cette action présentée lors de l'appel à projet de la Caisse d'allocation du Val-de-Marne a reçu l'avis favorable de la Commission d'action sociale de la CAF le 16 mai 2018. Et afin de permettre le versement de la subvention relative à ce dispositif, il convient de signer la convention numéro 201-800-031 qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de cette subvention qui est fixée à un montant plafonné de 2 000 €. Il vous est donc proposé d'approuver la convention d'aide au fonctionnement d'un projet local dans le cadre du soutien à la fonction parentale et d'autoriser Madame le maire à la signer ainsi que tous les documents s'y rapportant.
Madame Hochmail. Bien évidemment, je vais signer et je vais voter. Mais je trouve que ces conférences sont très intéressantes. Mais personnellement, je trouve qu'elles sont pas très dérangeantes. Enfin, elles n'attaquent pas les sujets que les adolescents souhaiteraient, les problèmes que les adolescents ont et qu'il faudrait qu'ils en discutent avec leurs parents. Je ne sais pas, style l'égalité des sexes, la prévention du suicide chez les jeunes LGBT, voilà, des débats, des conférences un peu moins fleur bleue, parce que les adolescents, eux, papa, maman, mon argent de poche, comment faire et tout, c'est très intéressant. Mais il y a peut-être, les adolescents, il y a peut-être autre chose qui les interpelle. Et ce serait peut-être bien que de temps en temps, il y ait des conférences un peu plus sur le sexe ou des choses comme ça, quoi, parce que c'est ce qui les... Oui, je suis un peu trash, pardon. Mais c'est ce qui les interpelle de temps en temps, ces petits. Merci. Bien sûr, mais je pense que le téléphone, les familles recomposées, l'argent de poche, ça fait aussi partie des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser les parents face à leurs jeunes adolescents, moi il me semble. Mais bon, peut-être après, pour se renouveler. Pardon. Oui, peut-être pour préciser, ces conférences, elles sont ouvertes avant tout aux parents. D'accord, sur des thématiques qui sont quand même regroupées, un certain nombre de parents qui effectivement sont confrontés à des mêmes préoccupations, ce qui n'exclut pas que dans certains cas effectivement on puisse avoir des sujets qui concernent peut-être des points particuliers ou des moments particuliers ou des populations particulières. Ça, je peux tout à fait l'entendre, mais par ailleurs, pour répondre à votre question, ces questions, elles sont par ailleurs traitées dans une autre institution vincénoise qui s'appelle le Carré. Et dans ce carré, il y a régulièrement des temps de discussion ou en tout cas des approches qui sont pour le coup réalisées par des animateurs au plus proche de ces adolescents et qui peuvent effectivement exprimer leur désarroi par rapport à ce genre de questions ou en tout cas interroger leurs animateurs. C'est aussi le sens pour des adolescents peut-être plus jeunes dans les espaces jeunes, mais pas forcément de manière formalisée en tant que telle. Oui, bien sûr, j'entends bien. Mais les parents, ce sont des conférences pour les parents, et les parents aussi sont censés aborder ce genre de thématiques avec leurs pré-ados. Et je pense que des débats, mais du côté parental, sur ces thématiques-là, pourrait peut-être être intéressant. Je demande pas un cycle que de ces conférences-là, attention, mais de temps en temps que ça émaille un peu, sur l'égalité, ce serait peut-être bien. Mais bon, si la population vincénoise n'est pas, si vous pensez qu'elle n'est pas intéressée, c'est pas grave, c'est une petite parenthèse. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressée, je dis simplement qu'on essaye de trouver un programme qui effectivement répondre au questionnement le plus large possible. Et donc le succès de ces conférences n'a pas baissé depuis quelques années maintenant. Et donc on peut penser que si on n'était pas tout à fait en accord avec les besoins de ces familles, on aurait effectivement assez rapidement vu la fréquentation baisser, et ce n'est pas le cas. Donc ce sont peut-être des sujets qui nous paraissent peut-être un peu fleur bleue, encore que j'en suis pas certaine, mais la façon dont on peut les aborder peut parfois aussi répondre à de vraies interrogations de parents. Mais pourquoi pas éventuellement envisager de temps en temps des questions telles que vous les abordez. Bien, on va mettre aux voix, sauf s'il y a d'autres questions. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant, Madame Le Bidault. Alors, il s'agit d'un avenant concernant une association qui touche plus de 23 000 € de subventions annuelles. Donc, il y a une obligation de par la loi. Et la convention a été approuvée par le conseil municipal du 29 mars 2017 concernant donc l'association Solia Vincennes. Et c'est un deuxième avenant pour une subvention de 10 500 €, ce qui porte la subvention totale à 57 000 €. Alors, pour répondre à une question qu'avait posée Anne-Marie
en commission, il y a à peu près 77 personnes qui ont été concernées au cours de l'année 2017. Et sur ces 77 personnes, il y avait 77% de retraités et 92% de propriétaires. Merci. Des questions par rapport à ce point? Non, sinon on va mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité. Merci. On passe au point suivant sur les subventions. Donc, il s'agit d'attribuer des subventions au collège, enfin, une association du Collège Françoise Giroud, de l'ordre de 1 500 €. Il s'agit de la reprise des échanges entre le collège et un homologue de notre ville jumelée de Castrop-Rauxel. Et ça nous fait extrêmement plaisir que ces échanges puissent reprendre. Nous avons d'ailleurs accueilli lundi en mairie les jeunes Allemands qui arrivaient avec les accueillants français. Et ces rencontres ont été extrêmement chaleureuses et conviviales et ils étaient tous ravis que nous ayons pu les accueillir en mairie. L'autre subvention de l'ordre de 300 € est pour l'association Monirette. Il s'agit là du prochain forum de la solidarité internationale qui aura lieu samedi 24 novembre à Vincennes. Et donc une petite avance sur les frais qui seront engagés à cette occasion. Je vous propose, mes chers collègues, d'approuver ces propositions. Merci. Il y a des questions sur les relations internationales? Non. Monirep, ça concerne quelle communauté, quel pays? C'est le Cambodge. Mais il y aura lors de ce forum des représentants travaillant avec l'Afrique, avec l'Asie, enfin, avec Madagascar, avec différents pays. Merci. On va mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant sur le volet. On va peut-être régler les trois points en même temps, si tu le permets. Donc, convention d'objectifs par le volley, le rugby et le foot. Il s'agit tout simplement d'avenant aux conventions que nous avons avec ces trois associations pour l'attribution des créneaux sur les différents équipements de la ville pour l'année à venir. Donc c'est un point tout à fait classique et annuel. Et je vous demande d'approuver ces différents avenants. Est-ce que vous avez des questions sur ces avenants? Non? On va mettre aux voix. Est-ce que vous voulez qu'on distingue les différents avenants ou on fait un vote global? Eh bien, alors on va mettre aux voix. Qui est pour? Merci, unanimité. On passe à la création de tarifs de prestation de gardiennage. Alors, la mise à disposition d'équipements sportifs peut se faire à la demande des utilisateurs en dehors des horaires habituels d'ouverture. Cette situation entraîne un coût supplémentaire lié à l'extension des heures de gardiennage par la société prestataire de la ville. Le coût de ces extensions est calculé sur la base des tarifs de la société titulaire du marché de gardiennage et fera l'objet d'une actualisation en tant que de besoin. Il vous est donc proposé d'approuver le principe de création de tarifs suivant les modalités. Alors, ci-dessus, voilà, pour les frais de gardiennage supplémentaires entraînés par la location d'équipements sportifs à compter du 1er octobre 2018. Avez-vous des questions sur ce point? Non, on va mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport annuel. Éric Bensoussan. Donc c'est le rapport annuel du CEDIF. En 2017, la consommation d'eau des abonnés du CEDIF s'était élevée à 243 millions de mètres cubes pour un nombre d'abonnés de 594 595. Le volume vendu à Vincennes était de 2 563 749 mètres cubes pour un nombre d'abonnés de 3 218 contre 3 208 en 2016. Sur le territoire du CEDIF, le tarif général a un prix moyen pondéré de 4,33 € TTC par mètre cube. Et à Vincennes, le tarif au 1er janvier était de 4,18 € TTC le mètre cube. Le rapport d'activité retrace l'activité du syndicat sur l'année.
Donc, je vous propose donc, mes chers collègues, de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2017. Madame Hauchmail, pardon. Oui. Oui, bon, tout le monde sait que mon vœu le plus cher, c'est que Vincennes revienne en régie pour l'eau, mais bon, c'est un vœu pieux. Le tarif là, le tarif que tu nous donnes, c'est le tarif pour quelqu'un qui habite dans un pavillon, pas quelqu'un qui a un compteur. Enfin, c'est sur quel il se base sur quoi pour trouver ces tarifs? C'est une moyenne. Oui, c'est donc sur des gens qui, oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ils ont pris quelqu'un dans une résidence. Bon, là, on ne sait pas, c'est pas grave. Bon, c'est peut-être précisé dans le rapport. J'ai pas eu le temps de le lire, j'avoue tout. Je le lirai plus tard. Mais bon, voilà, tant qu'on ne sera pas en régie. C'est pour une consommation de 120 m3 par an, la moyenne. Oui, mais c'est différent. Dans des copropriétés, les gens n'ont pas tous des compteurs d'eau. Donc, c'est là où il y a des moyennes qui sont faites. Donc, grosso modo, là, on a l'impression que merci Veolia, ça baisse, alors que le tarif d'eau ne baisse pas. Donc, c'est ça. On a l'impression là que bon, bah, c'est très bien. Hein. Vous vous rendez compte, c'était en 4,18 €. Là, maintenant, c'est... Voilà. Donc, c'est... Voilà, alors que pas du tout, le prix de l'eau ne baisse pas. Voilà. Donc je suis toujours perturbée quand on vote, parce que là finalement on doit voter qu'on a bien pris connaissance de ce rapport, mais on ne peut pas voter sur le principe, sur ce qu'il y a dedans, donc c'est toujours un peu embêtant, quoi. Donc voilà, j'ai l'impression de faire un vote idiot, voilà. En effet, nous prenons acte de la présentation du rapport. Les discussions sur le fond ont lieu dans d'autres instances que la nôtre, par définition. Ouais. Madame Pommier. Une question, justement, au-delà de la prise d'acte de ce rapport. Il me semble qu'on a bien un collègue qui est délégué auprès du CEDIF. Et j'avais déjà posé cette question pour un autre rapport. Est-ce qu'on peut avoir le bilan annuel de l'activité du collègue et pas simplement le rapport, là en l'occurrence, pour l'eau? Pas aujourd'hui, mais dans un autre moment. Oui, et également oui, de l'activité qui est menée auprès du CEDIF au nom de Vincennes. Donc vous voulez son taux de présence aux instances un peu, peut-être quelque chose d'un peu plus développé, au-delà de son taux de présence. Qu'est-ce qu'il a promu, voilà. Eh bien, nous vous ferons parvenir ça, si vous le souhaitez, mais vous pouvez peut-être l'interroger directement. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a pris acte de la présentation de ce rapport? Oui. Ça marche. Merci. Alors, un dernier point qui n'était pas à l'ordre du jour, mais que vous avez dû découvrir sur place et à votre place, qui concerne le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Donc, comme son nom l'indique, ce plan métropolitain concerne évidemment la métropole du Grand Paris, qui est compétente en matière de politique locale de l'habitat depuis janvier 2017. Donc, la métropole a engagé, lors de son conseil de février 2017, la procédure d'élaboration de son plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement en tant que document stratégique et de programmation de mise en œuvre de la politique de l'habitat et de l'hébergement à l'échelle de 131 communes qui forment la métropole. Ce PMHH, il a une durée de 6 ans. Il doit définir les objectifs et les principes d'une politique qui vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement de la métropole, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées tout en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement entre les communes.
Évidemment, ce PMHH doit être compatible avec le schéma directeur d'Île-de-France et décliner à l'échelle de la commune les objectifs quantitatifs et qualitatifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Le projet de PMHH, il s'articule en 3 parties distinctes. Un diagnostic du marché du logement et des conditions d'habitat, un document d'orientation qui définisse les objectifs et les principes du programme, un programme d'action pour l'ensemble du territoire et pour les communes. Donc, en ce qui concerne Vincennes, nous avons donc été informés, puisque ce document nous a été transmis fin août, d'un certain nombre d'éléments relatifs à ce plan métropolitain de l'habitat. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, il s'agit de noter dans un document quels sont finalement les objectifs par commune sur un certain nombre de typologies d'hébergement. Donc, sur la production de logements neufs, le SDRIF, le CRHH fixe à 38 000 le nombre de logements à construire chaque année à l'échelle de la métropole. Le nombre de logements neufs préconisés pour chaque commune a été déterminé par la métropole sur la base des informations que nous lui avions transmises, notamment sur la base des PLH, des plans locaux de l'habitat, qui étaient en cours. Pour Vincennes, le nombre de logements neufs préconisés dans le PMHH est de 123, alors que le PLH de Vincennes, approuvé par notre conseil, avait validé 110 logements, donc il y a un petit différentiel de quelques logements. La production de logements sociaux. Alors pour Vincennes, l'objectif de production avait été établi sur la base de l'objectif triennal qui avait été prévu par la loi, soit 349 logements par an, 1148 logements sur 3 ans. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que la décision du 28 juin 2018 que nous venons de recevoir nous fait part d'une diminution de cet objectif. En conséquence, la production de logements sociaux pour Vincennes doit être ramenée à 233 logements par an et non pas 349 tel que c'est écrit aujourd'hui dans le PMHH. Concernant le rééquilibrage de l'offre d'hébergement par rapport au logement adapté, la métropole a retenu la moyenne régionale de 12,5 places d'hébergement pour 1000 habitants. Pour Vincennes, compte tenu d'une offre existante aujourd'hui de 265 logements, ce calcul correspond à la création de 58 places d'hébergement par logement adapté par an sur la durée du plan, donc soit sur 6 ans. Évidemment, pour nous, cet objectif n'est pas réaliste pour notre commune au regard des discussions que nous avons pu avoir antérieurement. Et donc, nous proposons de réduire de moitié cet objectif. Enfin, le programme d'action a déterminé 45 actions pour mettre en œuvre ces orientations. Il apparaît que ces actions ne sont pas toujours budgétées, que la participation financière de la métropole est conditionnée au vote des crédits annuels qui sont dédiés dans le cadre d'enveloppes qui ne sont pas définies à ce jour, et que certaines actions dépendent d'études ou d'arbitrages financiers et politiques à venir qui ne garantissent donc pas leur faisabilité. Alors, chaque commune doit, dans les 2 mois, et c'est la raison pour laquelle on vous propose d'en débattre ce soir, ou en tout cas de d'émettre cet avis ce soir, puisque, comme je vous le disais, nous avons reçu ces éléments fin août. Nous avions donc 2 mois pour répondre. À défaut de donner un avis, l'avis est réputé être favorable. Or, il me semble qu'au regard des changements que nous venons de noter, notamment sur notre objectif de réalisation de logements sociaux, autant il me semble que nous pourrions, sur le principe, émettre un avis favorable sur ce plan métropolitain, autant il me semble nécessaire de l'annexer avec un certain nombre de réserves, notamment sur le nombre et les objectifs qui nous sont fixés sur les catégories de logements que je viens de vous énoncer. Donc c'est la proposition que je vous fais ce soir, c'est plutôt que de rester muet sur cet avis, de formuler un avis avec un certain nombre de réserves, notamment sur la modification du nombre de logements que nous venons d'apprendre, puisqu'on a reçu la décision du ministre il y a 3 jours, que nous attendions, donc c'est la raison pour laquelle vous découvrez ce point, et que par ailleurs c'est aussi une décision, ou en tout cas une réflexion que nous devons mener au niveau du territoire, et nous avons réuni le bureau du territoire ce matin pour en discuter, et donc évidemment il fallait que nous accordions nos violons, si je puis parler ainsi, pour savoir quelle va être la position du territoire. C'est la raison pour laquelle on vous propose ce point uniquement ce soir. Donc si vous en êtes
êtes d'accord, je vous propose que le Conseil municipal émette un avis favorable avec réserve sur le projet du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et de conditionner l'avis favorable à la prise en compte par la métropole des modifications suivantes pour la commune. Un objectif de production de logements neufs à 110 logements par an, un objectif de production de logements sociaux à 233 logements par an et un objectif de création de places d'hébergement logements adaptés à 29 par an. Est-ce que vous avez des questions? Madame Oshmaï. Donc une petite phrase sur dans ce plan, un peu que j'ai feuilleté, parce que là aussi c'est épais, il manque quelque chose sur l'encadrement des loyers, en général, puisque c'est le rééquilibrage Est-Ouest, et ça peut être intéressant, mais toujours pas d'encadrement des loyers. Donc je me demandais si on ne pouvait pas rajouter ça dans la liste. Dans la liste, voilà, c'est tout. Je crois que ce sont des dispositions législatives qui sont encore en discussion, donc ça ne me semble pas tout à fait opportun d'en parler dans ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. La législation s'en chargera par ailleurs. Avez-vous d'autres remarques ou d'autres questions par rapport à cet avis? Non. Dans ce cas, je vais vous proposer de le mettre aux voix. Qui est pour? Qui s'abstient? 2, 3 abstentions. Et qui vote contre? 2 votes contre. Je vous remercie. Alors, nous avons clos l'ordre du jour. J'ai quelques informations à vous donner, sauf si vous avez d'autres questions relatives aux décisions du maire. Non. Donc, je vais vous donner les dates des prochaines séances du Conseil municipal. La prochaine sera fixée au mercredi 19 décembre, à la même heure, 19h, et la suivante au mercredi 20 février, à 19h aussi. Je vous remercie et je vous propose de passer une bonne soirée.